RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine dans l'After Angleterre, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise qui nous fait l'amitié, encore une fois, d'être en studio. Salut Julien. J'adore venir, mon Dieu, j'adore venir en studio 2 vendredis d'affilée. C'est très bien, merci de m'avoir encore, de m'accueillir. Donc on t'attend la semaine prochaine aussi, du coup. Avec plaisir, je ferai le maximum. Et avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Jules, j'espère que tout le monde va bien. Bah nous on va bien et toi aussi. Ouais, ça va. C'est l'entour de la première ligue ce week-end, donc tout le monde. Le foot anglais. Oui. Vraiment. Exactement, et on va parler d'un club dont on parle pas tout le temps, les Toffees. Everton aujourd'hui, qui réussit un début de saison très encourageant dans le sillage de son joueur star, Jack Grealish. Prêté par Manchester City, l'ailier anglais revit sous le maillot des Toffees. Comment Grealish s'est relancé dans l'autre club de la ville de Liverpool? À quel point est-il devenu crucial pour Everton? Que peuvent espérer d'ailleurs les joueurs de David Moyes cette saison? C'est parti pour l'After Angleterre. D'abord Rémi, coup d'œil au classement pour voir où en sont les joueurs donc, de David Moyes. C'est plutôt bien parti cette saison. C'est plutôt bien parti puisqu'ils sont 8e de Première Ligue avec 11 points à seulement 5 petits points d'Arsenal, hein, le leader de cette Première Ligue. Mais rappelez quand même que voilà, ils ont affronté pas beaucoup d'équipes du top 5 en ce début de saison. Seulement Liverpool contre qui ils ont perdu et Crystal Palace contre qui ils ont gagné. C'était d'ailleurs le dernier match de championnat avant la trêve. C'est quand même très serré. Hein, ouais, c'est très serré. C'est un très bon début de saison hein, pour Everton parce que d'habitude ils jouent plutôt le maintien. Bon, même si là on est en début de saison, je regardais hein, par exemple la 8e place, c'était leur classement lors de la saison 2018-2019. Donc ça commence à remonter. Sinon, ça aussi entre la 13e place la saison dernière, la 15e, la 16e, la 10e ou encore la 12e en 2019-2020. Comment on dit en anglais? Pacte? C'est pacte? C'est serré? Non? Comment on dit? Tight Quand il y a autant d'équipes qui se... c'est vrai. Bon, le plus dur reste à venir, tu le disais, parce que le calendrier n'a pas été le plus compliqué en début de saison pour Everton. Non, une défaite face à Liverpool hein, parmi le top 5, puis une victoire face à Crystal Palace. Mais quand on regarde le calendrier à venir, c'est là où on va voir que ça se complique, puisqu'ils iront à Manchester City ce week-end, 5e de Première Ligue. Ensuite, ils joueront contre Tottenham avant d'aller dans un déplacement piège à Sunderland. Ils recevront Fulham, et puis en plus, ils iront à Manchester United, qui est jamais vraiment évident à jouer, hein, parce qu'on ne sait pas dans quel état de forme ils sont. Enfin, ils sont pas très bons, mais on ne sait jamais comment les jouer. Everton ensuite recevra Newcastle avant de se déplacer à Bournemouth. Voilà, on vous a mis le calendrier jusqu'à début décembre et pour débuter cette séquence ardue à l'Etihad Stadium, Everton sera privé du coup de son meilleur joueur cette saison, Jack Grealish, prêté par Manchester City. Il ne peut pas affronter le club auquel il appartient. C'est comme ça que ça se passe en Angleterre. C'est une anomalie. On a lu dans la presse que Chris Sutton, notamment, qui est on va dire un consultant respecté, écouté en Angleterre, s'en est plaint. C'est vrai que ça fait jaser tout ça. C'est dommage. Depuis des années. Depuis, tu sais très bien, quand on était ensemble à suivre la Première Ligue pour RMC, c'était déjà comme ça. Elle existe qu'en Angleterre, quasiment, cette règle. Alors tu peux maintenant, certains essaient de l'inclure dans certains contrats de prêt pour certains joueurs, mais sincèrement, c'est ridicule. Je pense que même Pep Guardiola n'aurait rien eu à redire si Jack Grealish était joué pour Everton ce week-end. Sauf que c'est la règle, c'est comme ça, et donc malheureusement, il regardera le match depuis les tribunes. Ouais, les supporters aussi doivent être déçus de ne pas pouvoir venir voir jouer l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre, parce que on va le montrer durant cette After Angleterre. Rémi, il a retrouvé des couleurs et de très belles couleurs, Jack Grealish. Ah oui, Jack Grealish donne des ailes à Everton, hein, puisqu'on va voir hein, parmi les créateurs des plus grands nombres d'occasions en Première Ligue cette saison, eh bien Grealish est premier avec 17 occasions créées. C'est quasiment 10 fois plus hein, que Hudson-Odoi, le deuxième, qui en est à 9. On parle des ailiers anglais. Hein. Des ailiers anglais, oui, en Première Ligue. Madueke en est à 8, Saka à 7 et Foden à 6, ce qui montre bien le niveau actuel de Jack Grealish. Gardez bien ça en tête parce qu'on parlera de l'équipe d'Angleterre évidemment tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on voit que Grealish est donc l'ailier anglais le plus décisif et de loin cette saison. Et si on élargit à tous les joueurs de Première Ligue, il se situe où? Et en deuxième position, juste derrière Bruno Fernandes hein, de Manchester United, qui a 19 occasions créées cette saison. Grealish en est à 17, donc il est deuxième, suivi de près par Gakpo à 14 et Stack, je sais jamais. Star, voilà, Star. Ouais. De Leeds qui en est à 14.
Julien, Jack Grealish, donc 17 occasions créées. Quel type d'occasion il se crée cette saison avec Everton? C'est du Grealish tout... C'est du Grealish tout craché, exactement. Ce qu'on avait vu beaucoup à Aston Villa avant, la transformation un petit peu sous Pep Guardiola et le fait que Guardiola l'ait changé ou ait changé sa façon de jouer. Et maintenant, c'est du vrai 1 contre 1. Il est isolé, on l'isole beaucoup du côté d'Everton. Le ballon arrive et 1 contre 1 contre son arrière droit. Ça déborde, ça centre pour Ndiaye, pour Beto, pour Barry, pour ce genre de joueurs-là dans la surface. Ou alors, c'est des ballons en profondeur pour, par exemple, Dewsbury Hall, qui a marqué un très joli but sur une passe de Grealish, notamment plus tôt cette saison. Donc, il fait voilà, c'est vrai qu'on a retrouvé le Grealish d'Aston Villa après, on va dire, 2 années, une année très compliquée à City et une autre année où il évoluait dans un autre registre complètement différent, même au même poste que ce qu'il avait pu connaître avant. Grealish revit à Everton et c'est ce qu'il a confié sur Sky Sports à Tim Sherwood. Je ne remercierai jamais assez les supporters. Ils sont tellement gentils avec moi depuis que je suis arrivé. Même quand je me promène en ville, ça veut tout dire. On a bien commencé la saison, mais on ne va pas s'enflammer. On en veut plus. Et je pense qu'on en a les moyens. J'adorerais remporter un trophée ici. Je ne veux pas mettre trop de pression sur le club, mais j'aimerais qu'on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Bon, il ne veut pas mettre trop de pression, il en met un petit peu quand même au passage, mais on sent qu'il a gardé de l'ambition. Ouais, bien sûr, mais après, quand tu as gagné un triplé avec City, quand tu as gagné la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe, tout ce que tu peux gagner, qu'il y a aussi une Coupe du Monde qui va arriver. Et il sait très bien que pas la seule façon, mais la plus grande façon pour lui d'aller à la Coupe du Monde, c'est de faire une très bonne saison, qu'Everton remporte des trophées ou soit proche de remporter un trophée. Donc, pour lui, en tout cas, il faut que cette ambition-là, elle existe dans le club. Il n'y serait pas allé si elle n'avait pas été là déjà à la base. Je pense que Moyes la partage, d'autres joueurs aussi. Alors, c'est sans aucun doute le meilleur joueur de cette équipe-là, mais oui, il est aussi obligé de pousser cette équipe vers l'avant, d'avoir ces ambitions-là, parce que c'est aussi un winner, quoi. Il y a un autre classement, Rémi, que Grealish domine cette saison. Oui, c'est celui des meilleurs passeurs pour l'heure actuelle de Premier League cette saison. Grealish en est à 4 à égalité avec Kudus de Tottenham. Doku le suit d'une petite longueur de retard avec 3 passes décisives pour Manchester City, ce qui montre encore, là une fois de plus, les qualités de Grealish, mais surtout, faut pas oublier que Odegaard est blessé avec Arsenal, que De Bruyne est parti et que Salah n'est même pas dans ce classement, mais voilà, ça montre aussi que les passeurs se sont un petit peu dispersés en Angleterre. En revanche, lui, Jack Grealish est bien là. Ça t'inspire quoi, ce classement, effectivement, où on voit qu'il y a beaucoup de joueurs et il n'y en a pas un qui surdomine pour l'instant en Première Ligue, Julien? Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, on a parlé effectivement de l'absence d'Odegaard, de Saka aussi, Saka, Salah sont les 2 meilleurs passeurs la saison dernière. Pas d'Odegaard, pas de Foden non plus. Palmer a été blessé beaucoup. De Bruyne est parti, effectivement. Donc, c'est intéressant. Alors, tu as des joueurs comme Xhaka, par exemple, sur coup de pied arrêté. Semenyo, qui est un des meilleurs joueurs depuis le début de saison. Diouf, qui est l'arrière gauche ou piston gauche de West Ham, qui est un des meilleurs centreurs du championnat. Doku, qui a été très bon depuis le début de la saison. Kudus aussi. Tu as certaines passes décisives, même une de Grealish pour Garner, qui était une passe de moi à toi, Jay, pour une frappe de Garner au 25 mètres. Il la comptabilise. C'est pas vraiment une passe, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Et là où ça dessert un petit peu Grealish d'être à Everton, c'est que pour l'instant, entre Barry et Beto, donc les 2 numéros 9 de l'effectif, c'est un but cette saison au championnat. S'il jouait avec Haaland devant, ou même Gyökeres ou Isak, ou qui vous voulez, il aurait déjà plus que ces 4 passes décisives-là, parce qu'il a été tellement créatif dans ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, qu'en fait, le fait qu'il ait 2 numéros 9 qui ne soient pas assez efficaces devant le but, ça lui joue des tours, parce que sinon, il aurait des stats encore meilleurs. Mais tu peux même le voir à l'inverse. C'est donc qu'il est vraiment très performant, parce qu'il arrive quand même à être meilleur passeur, en fait, avec des attaquants qui la mettent pas forcément au fond. Et Rémi, si on rentre dans le détail de son rendement, c'est encore plus impressionnant. C'est parce qu'il y a un classement de passes D, donc ça c'est vraiment une stat classique. Mais si on rentre dans le détail, là aussi on se rend compte qu'il est vraiment très dominant. On voit que Jack Grealish est devenu Jack Grealish, puisqu'il domine le classement des ballons portés dans la surface adverse. Il est premier avec 28 ballons touchés dans la surface de réparation, 49 ballons remontés, pareil, premier à ce classement-là. En fait, il est premier dans tous les classements qu'on est en train de vous énoncer. Aux ballons touchés dans la surface adverse, 48, et aux passes décisives attendues, les X-Pass, les expected assists. Voilà, assist. Voilà, c'est la transformation en anglaise, avec 1,9 cette saison. Donc voilà, il est premier parmi tous ces classements-là, ce qui montre aussi à quel point il est performant une fois de plus. Il est très haut sur le terrain quand même, quand on voit premier, notamment pour les ballons touchés dans la surface et portés dans la surface. Ouais, c'est vrai, mais c'est encore une fois, on retrouve le Grealish d'Aston Villa, celui où tout était construit autour de lui.
Il est parti ensuite à City, qui n'était pas une équipe construite autour de lui. Il a été un maillon très important dans une chaîne qui marchait très très bien, mais c'était un rôle différent pour lui. Il s'en est accommodé. Encore une fois, il a eu beaucoup de réussite, il a gagné beaucoup d'argent là-bas, très bien. Mais là, on retrouve effectivement la star, le joueur principal à qui tu donnes le ballon. J'étais au premier match à domicile dans le nouveau stade contre Brighton au Hill Dickinson Stadium, et c'était à chaque fois qu'il touchait le ballon, quelque chose se passait tu voyais même chez les supporters, tout le monde attendait qu'il fasse un truc, et il a été très bon dans ce match-là. Donc ça lui fait, c'est comme s'il avait été un petit peu, tu sais, c'est comme le génie d'Aladin dans la bouteille, non, ouais, ça, dans la lampe, pardon, voilà. Et ben on l'a frotté, il est sorti, et puis voilà, on a retrouvé le Grealish d'avant, et Guardiola l'avait mis dans la lampe parce que c'était pour son bénéfice à lui et pour celui de City. Et là, c'est vraiment différent. Quel est le rôle dans tout ça de son nouvel entraîneur, David Moyes, chez les Toffees, dans cette renaissance? Écoutez ce qu'il en dit, David Moyes. Je n'y suis pour rien. Tout est à mettre au crédit de Jack et à sa volonté d'être meilleur. Il a sans doute des choses à prouver, comme on a tous des choses à prouver dans la vie. Je pense que Jack veut montrer qu'il est un grand joueur, et il le prouve en ce moment à travers son football. Le plus gros compliment que je puisse lui faire, il est meilleur que je ne le pensais. Il est tellement bon. C'est fort quand même. Il est meilleur que je ne le pensais, nous dit David Moyes. Ouais, parce qu'après ces années-là à City, on se demandait tous, est-ce qu'il est capable de revenir à ce niveau-là, de pouvoir être le dribbleur qu'il a été avant, et qui était passé d'un dribbleur à un mec qui contrôlait le tempo d'un match. Finalement, c'était un peu ça son rôle à City. Et donc on savait pas trop. Il a 30 ans, Jack. C'est pas non plus le plus jeune maintenant. Et c'est beau de voir Moyes en parler comme ça. C'est beau de le voir être enfin heureux. Il avait eu quelques phrases comme ça après avoir signé à Everton en disant, j'ai besoin de retrouver ma liberté et ce bonheur de jouer sur le terrain. Parce que je pense qu'on a parlé, il a beaucoup gagné avec City, mais je pense qu'il a aussi été très frustré de ce que lui demandait Guardiola. Ce qu'il faisait, c'est ton entraîneur, tu fais ce qu'il te dit, mais c'était pas vraiment ce qu'il aurait voulu faire, quoi. Donc c'est beau. C'était un jeu très arrêté qu'il avait en fait avec City, parce qu'il mangeait la ligne de touche. Alors là, il le fait aussi avec Everton, mais il est beaucoup plus lancé aussi, ce qui lui permet peut-être d'avoir plusieurs choix de passes ou même de tirs, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'était presque un jeu stéréotypé en fait à City qu'il avait. Et quand David Moyes dit qu'il y est pour rien, il lui a juste dit, bon vas-y, va sur le terrain, débrouille-toi. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, c'est sûr, mais c'est sympa de la part de David Moyes déjà. Mais oui, ça fait partie des circuits préférentiels d'isoler Grealish à 1 contre 1. Encore une fois, peu importe l'arrière droit, il ira en 1 contre 1, il tentera de le déstabiliser et puis après de créer quelque chose là-dessus. C'est sûr qu'il joue un peu plus en transition aussi maintenant parce que ça va très vite vers l'avant. Ndiaye va très vite, Jude Bellingham va très vite, Grealish va très vite aussi dans le jeu en transition. Donc pour eux, c'était parfait. C'était vraiment, il aurait pu aller dans d'autres clubs, mais je pense que Everton, c'était parfait pour lui. Il aurait pu aller où ? Il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés, comme West Ham par exemple, pour être un petit peu le pendant de Jarrod Bowen de l'autre côté. Ça aurait pu être intéressant, mais c'était pas. Je pense que Moyes a beaucoup fait aussi pour convaincre Grealish, et puis il fallait payer le salaire. C'est quand même 350 000 € par semaine, Grealish aujourd'hui. Donc City paye encore la moitié du salaire, mais pas n'importe quel club de Première Ligue pouvait se permettre aujourd'hui de recruter Jack Grealish. Et pour lui, c'est plus simple aussi de vivre toujours dans le nord-ouest de l'Angleterre. Exactement. Exactement, il n'a pas déménagé. D'ailleurs, j'ai une histoire un petit peu marrante parce que la saison dernière, je rentrais de Manchester à Londres après une émission de radio que je faisais un dimanche. C'était un jour de Classico d'ailleurs, donc j'étais dans le train. On voyage en business quand même, on est d'accord. Donc j'étais tranquille dans mon train avec mon ordinateur en train de regarder le début du Classico. Qui monte dans mon wagon? Jack Grealish, Madame Grealish, la nounou et le bébé qui était né il n'y a pas très longtemps avant. Et il s'assoit pas très loin de moi. Bon, je dis très bien, on se connaissait pas du tout. Mais je voyais bien qu'il regardait dans mon dos, qu'il regardait le Classico. Il est venu s'asseoir, on a regardé la première mi-temps du Classico ensemble, on a discuté un petit peu. Je l'ai pas trop dérangé non plus. Après, il est retourné s'asseoir, mais très sympa, très ouvert. On a parlé un petit peu de City, de Guardiola à l'époque. Il savait très bien que j'allais pas non plus raconter tout ce qu'il me disait, donc c'était vraiment vraiment cool. Et je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille qui avait pas beaucoup d'argent, qui a une sœur qui est handicapée, donc il a connu des obstacles dans sa vie aussi qui ont fait que, même si c'était un prodige du foot anglais parce qu'il a été très bon très jeune, je pense qu'il a connu des épreuves que beaucoup d'autres joueurs n'ont peut-être pas connues, et ça l'a aidé à relativiser quand ça allait pas très bien à City la saison dernière notamment. C'est génial cette anecdote là quand même. Et est-ce qu'il t'a dit s'il préférait venir jouer à Paris ou à Marseille? Je suis sûr que j'aurais pu le convaincre d'aller au PSG. Ah ouais? L'OM, je sais pas. Allez, on marque une petite pause dans l'After Angleterre. On continue à parler de Jack Grealish et d'Everton dans quelques instants. À tout de suite.
On est de retour dans l'After Angleterre avec Julien Laurence, avec Rémi Dumont pour parler d'Everton, des Toffees et de Jack Grealish. On a donc évoqué toutes ces performances cette saison sous le maillot d'Everton. Alors on l'a dit, il ne peut pas affronter Manchester City ce week-end. On a parlé de son passage chez les Sky Blues. En chiffres, Rémi, ça donnait quoi ? C'était plutôt pas mal au niveau des transferts. Peut-être qu'en statistiques, ça aurait pu être un petit peu mieux. Dans les chiffres, c'est 157 matchs, 114 titularisations, 17 buts, 21 passes décisives, surtout 3 Premières Ligues. Une Champions League, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe d'Angleterre et une Super Coupe d'Europe. Alors au niveau du palmarès, comme le disait Jus, il a tout raflé, tout simplement. Après, au niveau des stats, personnellement, je trouve que peut-être qu'il aurait pu avoir de plus grosses stats, notamment en termes de buts. Les passes décisives, c'est pas mal, mais quand on voit le nombre de matchs disputés, 157, on voit que mine de rien, entre buts et passes décisives, ça reste peut-être un petit peu en dessous de son talent, peut-être. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il te posait la question, c'est pour ça que. Oui, il a changé. Non, mais en fait, je regardais. En fait, j'étais en train de calculer 21 plus 17, 157 pour voir. C'est pour ça que je t'ai refilé la patate chaude. Mais moi, en revanche, ce qui m'intéresse dans ces chiffres-là, c'est les 114 titularisations. Je trouve que c'est beaucoup sur 157 matchs, finalement, dans un effectif aussi fourni que celui de City. Mais moi, je me rappelle avoir vu Guardiola un jour après un match, donc un peu en off, où il disait il est indispensable. On peut pas jouer sans lui, en fait, dans la façon dont je veux jouer. Et Guardiola était tout à fait conscient qu'il demandait des choses à Grealish qui allaient un petit peu contre nature, finalement, pour revenir sur ce dribbleur qu'il était à Aston Villa, qu'il est toujours maintenant à Everton, mais Guardiola en avait complètement conscience, mais pour ce que lui voulait faire et ce qu'il avait mis en place, il avait besoin d'un Grealish beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus dans ce jeu un peu stéréotypé, très structuré, on va dire, qui n'était pas trop ce que Grealish avait envie de faire finalement, mais ça marchait très très bien, et pour ça il en avait besoin, il le mettait sur le terrain quand il n'y avait pas de blessure ou quoi que ce soit, et ça marchait très très bien pour City, parce qu'on l'a vu avec le palmarès notamment, et même si au niveau des stats, on entendait peut-être plus dans ce que Guardiola lui demandait, c'était parfait. Et alors pourquoi ça s'est interrompu, cette relation ? Parce que tout allait bien pendant 2 ans et puis ça s'est détérioré, et pourquoi Guardiola a accepté de le laisser partir cet été ? Prêt, on rappelle, parce qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2027. Ouais, c'est ça, ouais. Alors encore une fois, je pense que hors prêt, personne ne pouvait se permettre de lui payer son salaire aujourd'hui, donc déjà c'était plus simple, il pouvait partir qu'en prêt. Ensuite, à un moment, Guardiola a fait venir Jeremy Doku, qui joue côté gauche, comme Grealish, qui est un joueur qui a encore beaucoup plus de vivacité et de vitesse, et qu'il avait trouvé un pendant entre Bernardo Silva d'un côté ou Foden d'un côté à droite, donc où Grealish ne peut pas vraiment jouer, et Doku à gauche. Donc au lieu de chercher ce contrôle absolu, cette structure dont on parlait tout à l'heure, là il y avait vraiment un pendant, un joueur très vif, très rapide qui va aller en 1 contre 1, et en face on a du contrôle, on a de la qualité technique, et plus un meneur de jeu qui joue de l'autre côté. Et donc finalement il n'y avait plus de place pour Grealish, il a eu aussi quelques blessures. À un moment ça s'est très mal passé entre Guardiola et Grealish. Grealish jouait plus du tout, il était même plus dans le groupe pro, en tout cas les jours de match. Puis il y a quelques frasques aussi peut-être, ou des sorties. Aussi un petit peu. Après, je pense que quand il est plus trop concerné, Jack, ça peut aller. Il aime bien faire la fête. Voilà, exactement. Grealish, en tout cas, il est si bon depuis le début de la saison que les supporters anglais réclament son retour en équipe nationale. Le sélectionneur Thomas Tuchel ne l'a pas convoqué ni en septembre ni en octobre, et pourtant, avec les Three Lions, Grealish avait déjà su, pour le coup, se montrer décisif, Rémi. Oui, puisque quand on regarde au point de vue des sélections, il en a. Tu ris comme ça, c'est quoi parce que j'avais une blague, je voulais dire que quand il est plus concerné, Jack Grealish, c'est plutôt Jack Daniels. Mais après, voilà, c'est consommer l'alcool et consommé avec modération. Pas mal. Donc Jack Grealish avec l'Angleterre, c'est 39 sélections, 18 titularisations, 4 buts, 8 passes décisives. Il est donc décisif toutes les 52 minutes, et sa dernière sélection... Non, c'est toutes les 152. Je précise, petite erreur dans les 152, on oublie un 1. Mais en tout cas, ça change quand même pas mal de choses, parce que décisif toutes les 52 minutes, c'est quand même costaud. Là, c'est Haaland, quoi. Mais Jack Daniels est passé par là. Ouais, c'est ça. C'est moi le Jack Daniels. Mais voilà, sa dernière sélection avec l'Angleterre remonte à 1 an quasiment jour pour jour, puisque c'est en octobre 2024, c'était contre la Finlande. Il avait d'ailleurs marqué en Ligue des Nations. Julien, à quand le retour du coup de Grealish en équipe d'Angleterre ? On peut y penser, on peut y croire pour la Coupe du Monde avant ? Ouais, je pense que beaucoup de gens ont été un peu surpris qu'il n'ait pas été appelé là pour le mois d'octobre. Septembre, ça paraissait un petit peu tôt, c'est vrai. Octobre, ça paraissait un peu plus. C'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue, on l'a vu tout à l'heure avec les stats de Rémi aussi. Il y avait un petit peu de surprise. Sur ce côté gauche là, l'Angleterre, Anthony Gordon de Newcastle, lui, il a sa place dans l'avion. C'est sûrement même le titulaire, je pense, au départ de la Coupe du Monde, dans l'esprit de Thomas Tuchel. Derrière, ça peut être Rashford, ça peut être Grealish, ça peut peut-être être quelqu'un d'autre aussi. Tu peux aussi penser à Grealish pour un autre rôle quelque part, mais ça va jouer à pas grand-chose entre lui et Rashford, je pense. Ou alors si tu considères Rashford comme un neuf avec Watkins et Kane, par exemple, pour faire simple, dans ce cas-là, tu peux aussi prendre Grealish pour le côté gauche. Donc on verra, s'il continue comme ça, ce sera compliqué pour Tuchel de ne pas l'appeler en novembre déjà. Et après, on verra au mois de mars. Mais en novembre déjà, au moins qu'il ait sa chance, qu'il voit comment il s'intègre dans cette notion de groupe qui est très importante
pour Thomas Tuchel actuellement. Et après, voir aussi ce qu'il peut faire sur le terrain. Mais je pense qu'entre son expérience, entre la forme qu'il a actuellement, ce serait dommage au moins de ne pas l'essayer. Voilà. On en reparlera évidemment et on suivra tout ça pour la prochaine trêve internationale. L'Angleterre qui est déjà qualifiée, elle, pour la Coupe du Monde 2026. Alors, il n'y a pas que Grealish qui brille à Everton cette saison. Rémi, à quoi ressemble l'équipe type ? Eh ben, on vous a mis la compo d'équipe avec Everton qui joue dans un 4-2-3-1 avec Pickford dans les buts, O'Brien, Tarkowski, Keane et Mykolenko en défense, Idrissa Gueye, Garner au niveau des milieux défensifs, Desbury Hall, mais tu le prononces mieux que moi, en numéro 10, Grealish à gauche et Iliman Ndiaye à droite avec Barry ou Beto, c'est suivant l'adversaire aussi au poste de numéro 9. Voilà, mais comme on est français, on a mis Barry. Voilà. Grealish n'est pas là, du coup, qui va le remplacer à City, Jus ? Je pense qu'ils vont faire passer Ndiaye à gauche, où il est très bon d'ailleurs aussi, et il peut entrer sur son pied droit, peut-être même plus encore que sur le côté droit où il est droitier. Tu peux réorganiser ton milieu de terrain aussi, ils ont quelques autres options, Igor Boham sur le banc par exemple, qui peut venir, et tu peux faire un milieu à 3 contre City, à mon avis c'est ce que Moyes va faire, juste être un peu plus prudent, surtout à l'extérieur, et surtout contre Haaland dans la forme dans laquelle il est actuellement, donc je verrais bien plutôt un 4-3-3 finalement, avec un milieu renforcé, Dewsbury Hall sur un côté, Ndiaye de l'autre côté, Barry ou Beto en 9, mais ouais, avoir ce milieu à 3 très renforcé devant cette défense à 4. Et Pickford qui d'ailleurs vient de signer un nouveau contrat, qui a prolongé son contrat avec Everton, tout à fait mérité, mais qui va avoir beaucoup de travail, et donc à mon avis tu auras une base très défensive pour le match de ce week-end. Rémi, c'est une équipe qui en impose à l'adversaire avec des points forts que l'on connaît chez les Toffees dans le combat notamment. Oui, parce qu'on a vu que le danger pouvait devenir de partout, mais il est aussi stoppé de partout. En Première Ligue cette saison, au nombre de duels gagnés, on voit que Kudus de Tottenham est premier avec 57, Anderson 55 est deuxième de Nottingham Forest, mais surtout Grealish est le troisième avec 50 duels gagnés. Puis il y a d'autres joueurs d'Everton qu'on retrouve notamment aux 6e place avec Iliman Ndiaye et Tarkowski, avec 49 duels gagnés, mais on va dire dans des secteurs différents, puisqu'il y a le secteur offensif avec les dribbles d'Iliman Ndiaye et le secteur défensif avec justement les batailles que gagne Tarkowski. C'est rare d'ailleurs de voir des joueurs offensifs remporter autant de duels. Tarkowski, il n'a pas prolongé son contrat lui aussi, ou il je crois, il est en train, il va l'être. Il a été très solide pour eux. Et il y a d'autres stats aussi qui mettent en valeur l'ancien défenseur de Burnley. Oui, exactement. Au nombre de ballons contrés en Première Ligue cette saison, Tarkowski, j'ai du mal à le dire, est premier avec 12 ballons contrés devant Agbadou de Wolverhampton qui a 10 ballons, devant Gabriel 3e avec 9 ballons et devant Cullen de Burnley qui est 4e avec 9 ballons contrés. La preuve que Tarkowski, justement l'international anglais qui compte juste une sélection avec l'équipe d'Angleterre, répond présent à 32 ans. Et son coéquipier, son compère de la défense centrale, lui aussi brille au niveau des stats défensives. Oui, dans un autre secteur, c'est celui des dégagements cette saison en Première Ligue. Van Dijk est premier avec 60 dégagements, Senesi 57 est deuxième, Anderson de Fulham est à 3e avec 56 ballons, et justement Michael Keane en est à 54 et 4e de ce classement. On n'est pas étonné, Julien, de voir les Toffees régner en maître dans ces lignes statistiques-là. C'est du Moyes tout craché, bien sûr, c'est du Tarkowski et du Keane tout craché aussi, ça marcherait bien pour l'instant. C'est un moment où effectivement le manque d'efficacité des neufs, de se reposer autant sur Grealish, ça pourra peut-être poser problème, mais en tout cas pour l'instant ça marche dans des matchs où c'était pas des oppositions de fou non plus, donc on verra maintenant quand ça va se compliquer en termes d'opposition, ce que ça va pouvoir donner défensivement surtout. On parle aussi, je crois d'ailleurs, d'une prolongation de contrat de David Moyes, il a retrouvé son club de cœur. Exactement. Ouais. Et voilà, l'histoire a repris quoi. C'est une histoire assez incroyable et sincèrement d'être donc à ce match, à l'ouverture du nouveau stade, qui est quand même un moment assez particulier dans la vie de ce club assez légendaire en Angleterre. Goodison, c'était particulier, on l'a bien connu. C'était génial. Ce nouveau stade, il est magnifique, il est tout beau, il est au bord de la rivière en plus, donc c'est assez particulier. Et dans un match contre Brighton où ils souffrent en première période notamment, ils sont dominés, c'est pas la meilleure équipe, mais tu sentais bien que Moyes ne paniquait pas, qu'il était très calme, qu'il transmettait ça à son équipe, et qu'à un moment ça a tourné un petit peu en leur faveur, ils ont un peu de réussite, ils ont fini par gagner. Et c'est ça David Moyes, et finalement je pense que pour aller dans ce nouveau stade, pour commencer ce nouveau cycle-là, il n'y avait personne de mieux que lui qui connaît aussi bien ce club, qui l'a fait tant gagner par le passé que voilà, c'était parfait finalement.
Un petit mot également sur le milieu de terrain, parce qu'il y a des joueurs qui s'illustrent aussi, et notamment un joueur qui a été formé à Manchester United. Au niveau des interceptions, et tu veux parler de James Gartner, 24 ans, international espoir anglais, 18 sélections. Il est 5e au niveau des interceptions en Premier League, avec 11 interceptions. Alors certes, c'est pas autant que Caicedo de Chelsea qui truste ce classement. Il est à la première position avec 18 ballons, et il y a les autres de Bournemouth qui suivent avec Adams, Senesi et puis Laurent de Burnley avec 12 interceptions. Garner, Gay, là aussi on a un milieu de terrain très travailleur. Ouais, bien sûr, et puis on a vu Garner jouer arrière-gauche aussi cette saison, comme Mikolenko était blessé, et s'en sortir plutôt pas trop mal. Contre Brighton, il joue arrière-gauche d'ailleurs, il marque dans ce match-là. C'est un joueur sur qui Manchester United n'a jamais vraiment compté, n'a jamais pensé qu'il était assez fort pour ce niveau-là en tout cas, qui a dû partir en prêt, qui a joué en Championship, et puis qui s'est imposé là. Ça travaille beaucoup, c'est numéro 8 à l'anglaise, à l'ancienne. Mais oui, avec Idrissa Gueye qui lui, j'ai pas l'impression qu'il vieillisse, le gars, c'est assez incroyable. C'est un milieu qui est très complémentaire, un double pivot très complémentaire qui fonctionne très bien. D'autant plus qu'ils avaient perdu Abdoulaye Doucouré cet été. Donc, fin de contrat, tout à l'heure, Grealish parlait d'ambition, de remporter un trophée, peut-être même de ramener Everton en Europe. Tu penses que cette équipe en a les moyens, ou la concurrence elle est trop rude? Je pense que ça va être compliqué pour un top 7. Oui, parce qu'en Angleterre, non, c'est comment oui, le 7e va en Conférence League, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc après, ça dépend qui gagne les coupes. Tu peux aussi aller voir un 8e qui peut aller en Coupe d'Europe. Mais le championnat, je pense qu'au niveau du championnat, ça va me paraître compliqué. Je les vois bien finir 9e ou 10e, ce qui serait une bonne saison déjà, par rapport à là où ils ont été par le passé. C'est ensuite ces matchs de coupe en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Angleterre. C'est là où ça va être intéressant à suivre, parce que je pense que ça peut être une très belle équipe de coupe, vraiment, avec Grealish bien sûr. Mais encore une fois, il faut des numéros 9 qui marquent plus que ce qu'on voit actuellement. C'est une équipe qui n'a pas remporté de trophée depuis longtemps, on est d'accord, hein? J'ai pas la stat en tête, mais c'est quoi la dernière? Oui. Alors le titre de champion, bien sûr, c'est milieu des années 80, 84, je crois, la dernière fois qu'Everton est champion. Et pour remonter à l'Europe, c'était avec Moyes déjà, première période où ils perdent après en tour préliminaire de Ligue des Champions, je crois. Ouais, et puis après il y a les Cups et les League Cup. Et après en Cup, ça fait très longtemps, je crois. Je dirais milieu des années 80, à mon avis. La grande époque, d'ailleurs, c'était la meilleure équipe d'Everton, c'est cette équipe-là, début des années 80. En tout cas, Everton, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est faite pour retaper les joueurs qui sont un peu dans le creux. Il y a Grealish, il y a Iliman Ndiaye qui est parti de Marseille. Il y a David Moyes aussi qui revient après ses passages à Manchester, à West Ham. J'ai l'impression que je sais pas si le contexte fait que là-bas c'est beaucoup plus simple d'évoluer, mais 1987, dernier titre de champion. 87, pardon. 87, 87 et la Coupe d'Angleterre, la dernière fois c'était en 95. Voilà, donc c'est la date du dernier titre remporté par Everton. Ça commence à remonter évidemment, et c'est un club qui, nous l'oublions pas, a remporté une Coupe d'Europe, la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1985. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Toffees. Merci beaucoup, Julien. Merci, les gars. Merci, Rémi. Tu es le bienvenu. Évidemment, le studio t'est grand ouvert quand tu le souhaites. À très vite pour un nouvel After Angleterre. N'oubliez pas, si vous aimez nos podcasts, de vous abonner évidemment sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas non plus de donner une note et de mettre un commentaire. Évidemment, le meilleur possible. Ciao. RMC After Angleterre.